Merci tout d'abord d'être venu. J'espère que vous appréciez le cadre. L'objectif était de vous inviter dans un endroit un peu plus atypique que ce que nous avons pu faire précédemment. Donc voilà, j'espère que vous appréciez. En tout cas, c'est pour nous un plaisir de vous accueillir, pas chez nous, pour cet événement. On organise 3 types d'événements, usuellement. Les mornings, les workshops, les happy hours. Chaque événement a l'objectif d'adresser un sujet d'une manière différente. C'est-à-dire que sur le morning, l'objectif c'est de faire un atelier autour d'un sujet technique ou métier ou environnemental. Donc le prochain, ce sera sur RGPD. N'hésitez pas à vous inscrire directement parce que je pense que l'événement sera plein très rapidement. Après, on organise également des workshops. Donc habituellement, je pense que vous nous connaissez mieux sur ce type de format. On a organisé une dizaine de workshops depuis 2-3 ans. Et après, on organise les happy hours. Donc là, c'est le premier événement sur ce format. Donc on a choisi un cadre atypique pour vous le présenter. Vont participer, vont animer l'événement. Donc plusieurs personnes. Donc Xavier de chez Google qui va nous faire une petite présentation de Google et de GCP. David de Monoprix qui présentera sa vision son contexte environnemental. Et après, Benjamin et Roger qui présenteront la solution technique que nous avons mis en œuvre pour répondre aux problématiques de Monoprix. Donc je vais laisser la parole à Xavier qui va vous présenter Google. Donc ce que je vais faire, c'est rapidement vous présenter Google Cloud avant qu'on rentre dans un cas client concret, que vous ayez une idée, un aperçu de ce que c'est. Google Cloud, donc on est chez Google. Google, il y a essentiellement 2 piliers d'expertise chez Google. Un que vous connaissez très bien, c'est nos applications utilisateurs. Ces applications intuitives, simples, très utilisées. Les 7 que vous voyez là sont celles qui ont plus d'1 milliard d'utilisateurs hebdomadaires, certaines beaucoup plus. Dans le cas d'Android, c'est 2 milliards. Et ça, c'est notre premier pilier de compétences. Le deuxième pilier, en fait, c'est ce qui sous-tend ces applications. C'est l'infrastructure qu'on a construit pour permettre de gérer des applications telles que le search, telles que YouTube, qui sont extrêmement gourmandes en termes de bande passante, de base de données, de réactivité, etc. Et donc on a construit ça pour nos besoins propres depuis 17-18 ans. Et ça ressemble à ça, c'est 29 milliards d'investissements sur 3 ans. Et même si c'est la partie, on va dire, immergée de l'iceberg, c'est vraiment le deuxième pilier de compétences chez Google. Et Google Cloud, qui est la BU Enterprise au sein de Google, qui compte à peu près 18 000 personnes, un quart à peu près des effectifs, c'est en fait la mise à disposition des entreprises de nos 2 piliers de compétences, qui sont nos applications utilisateurs d'une part, et notre infrastructure. Donc Google Cloud, ça ressemble à ça aujourd'hui. C'est essentiellement 2 offres. La première qui est G Suite, notre offre collaborative, c'est le Gmail Pro, ainsi que Chrome for Work et Android, en termes de bureautique. Et le deuxième pilier de l'offre, donc c'est l'infrastructure dont je parlais avant, mise à disposition des entreprises, infrastructure mise à disposition de nos clients tels quels, ainsi qu'avec une série de services managés par-dessus, essentiellement de l'infrastructure, du PaaS et les services de Big Data et de Machine Learning. C'est les 2 piliers. C'est ce deuxième pilier aujourd'hui dont on va parler et qu'on va creuser sur un cas en particulier. Mais ça c'est l'offre Google Cloud telle qu'elle existe aujourd'hui. Donc, ce qu'il y a dans GCP, c'est plein de services. Si vous connaissez un petit peu le cloud, d'autres clouds, vous verrez que ça ressemble beaucoup. C'est du compute, du storage, du networking. Il y en a aujourd'hui plus de 80. Et comme on a 1h30, ce que je pensais qu'on ferait, c'est qu'on passerait 1 minute sur chaque. Puis on aura 10 minutes pour des questions à la fin. Je plaisante évidemment. Je vais vous parler simplement de ce qui est très saillant. On va passer très rapidement sur qu'est-ce qui nous différencie. Pour que vous ne ressortiez pas d'ici en vous disant, mais en fait, qu'est-ce qu'il y a dedans? Voilà, il y a des services qui ressemblent à ce que vous verrez sur des plateformes IaaS et PaaS de solutions cloud équivalentes. Donc, qu'est-ce qui est différent en fait chez nous? On peut y passer un certain temps. Je vous prends 3 éléments clés. Et déjà, je pense que si vous sortez d'ici avec 3 idées un peu clés sur ce qui fait vraiment la différence de notre offre GCP, je pense qu'on sera content pour cette petite introduction. Un, c'est donc l'infrastructure, la sécurité qui vient avec notre infrastructure, qui répond à une peur aujourd'hui des clients, même si elle est en train de se retourner, c'est la sécurité. La sécurité, elle est basée sur notre infrastructure. Ça, c'est les data centers tels qu'ils existent aujourd'hui, chez Cloud. En bleu sont ceux qui sont prévus, annoncés et pas encore live. Donc on a une bonne quinzaine, une vingtaine de data centers. On ouvre aujourd'hui une région par mois à peu près.
Voilà, 3 en Europe, Londres, Belgique, Francfort, bientôt la Hollande et la Finlande. Pourquoi est-ce que je parle de sécurité pour ces data centers? Parce qu'en fait, dans nos data centers, tout est custom. Il n'y a pas de hardware, vous ne trouverez pas de routeur Cisco dans nos data centers ou autres. Tout est designé, fabriqué en extérieur évidemment, mais par Google. Et ça, c'est un élément important de la sécurité pour nous, c'est le fait d'avoir du hardware qui est complètement customisé. Ces data centers, ils sont reliés par notre réseau, qui est un différenciateur majeur. Tout ce que vous voyez là sur l'écran, c'est du réseau qui est entièrement chez Google. Je crois que la différence de couleur, c'est qu'il y a des lignes qui ne sont pas encore construites, mais qui sont prévues. Et toutes ces lignes que vous voyez, jusqu'à la centaine de points de présence qu'on a dans le monde, là-dedans, vous êtes entièrement sur l'infrastructure Google. Vous êtes dans une vision LAN du monde, en fait. On vous rentre sur le réseau dès que possible, et on vous sort du réseau au plus près de l'utilisateur. Donc vous êtes en contrôle, vous ne sortez pas sur Internet. On a, je crois, 2 fibres transatlantiques partagées avec Facebook. Tout le reste est 100% Google. Sécurité, la deuxième chose, c'est la data. La data, c'est un axe majeur pour nous. C'est pour nous un moyen de transformer notre propre entreprise. Notre vision de la data pour nos clients, c'est simple. C'est partir de ça. Donc la situation actuelle sur un projet data, je pense que si vous avez des projets data, vous savez que très souvent, la majeure partie de l'effort, c'est pas tant dans l'insight, c'est plus dans toute la partie de la préparation. C'est trouver les données, les extraire, les nettoyer. Toute cette partie-là, dont on estime aujourd'hui qu'elle constitue à peu près 90% de l'effort et donc de l'effort financier. Ça, on veut le simplifier, on veut inverser ça et faire en sorte que vous passiez, vous et vos prestataires de services passent l'essentiel de leur temps sur ce qui a la valeur ajoutée, sur l'insight et non sur la préparation. Comment on le fait? Avec une série de ce qu'on appelle les services managés, donc c'est les briques de notre offre, qui couvrent en fait toute la chaîne, tout le cycle de la data, mais dans un mode entièrement serverless. Donc si vous prenez un cycle assez classique, vous avez la capture de la donnée, le stockage, le traitement, l'analyse, jusqu'à la visualisation. Tout ça aujourd'hui, vous le pouvez faire sur des environnements, sur des infrastructures on-premise, chez vous ou pas. Chez nous, vous pouvez le faire, mais vous pouvez aussi faire tout en serverless. Tous les éléments que vous avez, capture avec à chaque fois son équivalent open source en dessous, ce sont des outils entièrement serverless où il n'y a pas de concept de VM dessous. Vous ne savez pas sur combien de VM tournent, vous avez simplement un service sur une interface qui vous permet de gérer un cycle de data de la même façon que vous ayez 100 lignes de données ou des milliards de lignes de données, littéralement. C'est la même chose, le scaling se fait, vous ne le voyez pas, vous ne savez pas en fait ce qui tourne derrière. Vous n'êtes pas facturé pour des VM quand vous utilisez nos outils data, vous allez être facturé sur du stockage, sur de la requête, mais c'est entièrement serverless, qui est l'esprit de notre cloud GCP, vu qu'il a été créé avec un produit en 2008, qui est App Engine, qui est du développement serverless aussi. Donc c'est un axe important pour nous. La troisième chose, c'est l'open source. Donc je pense qu'on est tous d'accord que le mouvement vers le cloud, il est à peu près inéluctable et je pense que le marché commence à en être convaincu. Ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de frein, d'inquiétude. Et une des inquiétudes, je pense que c'est le lock-in. Notre façon de répondre au lock-in, c'est l'ouverture. Donc Google a un engagement sur l'open source qui date de très très longtemps. Vous avez là des frameworks open source qui viennent de choses qui ont été développées chez Google. Donc on a plusieurs façons de contribuer à l'open source. Ça peut être d'écrire un papier, donc de publier notre connaissance pour que la communauté open source s'en empare, comme ce qui s'est passé avec Hadoop. Ça peut être de contribuer en donnant, en confiant à la fondation Apache du code, comme ce qu'on a fait avec BIM. Ou ça peut être plus récemment de mettre simplement les frameworks dans le code directement dans GitHub et laisser la communauté s'en emparer, comme on a fait très récemment, puisque nos 2 grosses contributions open source récentes, qui sont TensorFlow sur le machine learning et Kubernetes, sont peut-être celles qui ont le plus de succès, et elles sont, et voilà, tout ça, ça date d'il y a un an et demi, 2 ans. Donc notre engagement vers l'open source, il est de longue date et il ne se ralentit pas. Et donc l'open source, ça veut dire quoi? Quand vous avez un service managé basé sur l'open source, c'est plus de simplicité pour sortir. On veut que le cloud soit aussi fluide que possible parce qu'on est convaincu que nos solutions sont meilleures et que si vous entrez, vous resterez. Pour vous convaincre d'entrer, on fait en sorte que vous puissiez sortir et que vous sachiez dès le départ que vous pouvez sortir. Notre plateforme n'a de sens que parce que des gens font des choses dessus. Une plateforme en elle-même, il n'y a rien dessus. Et donc c'est important pour nous de développer cet écosystème de partenaires compétents. On cherche des partenaires experts sur nos solutions. C'est pour ça qu'on travaille avec Oxalid. On cherche des partenaires sur différentes typologies de projets. L'infrastructure, les migrations, l'infogérance, c'est un aspect important. C'est ce qui fait que vous allez rester en continu sur le cloud. Et donc, voilà, on est content de travailler avec un partenaire expert, agile, et qui maîtrise bien nos solutions.
Et le fait d'être adossé à Clairnet, avec qui on travaille aussi beaucoup, est pour nous un aspect important en termes de force de frappe et d'expertise aussi. Je vais juste refaire un petit focus sur Oxalid. Pourquoi nous nous sommes rapprochés de GCP? Il faut voir que les projets cloud chez nous se sont accélérés fortement depuis 2 ans. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, c'était à peu près 1 dossier sur 2 chez nous était un projet de cloud public. Désormais, on est à pratiquement 80% des nouveaux dossiers sur lesquels on travaille qui sont sur du cloud public. Pour ça, pour nous, c'était vraiment très très important de nous étoffer pour être en capacité de bien gérer ces projets. Comme le disait Xavier, avec le groupe Claranet, on hérite également du niveau de partenariat qui a été conclu avec GCP. Et donc, on est premier partenaire Google en France. Et donc, on est le seul partenaire également qui est certifié sur la partie infrastructure. Sur quel sujet on travaille essentiellement avec nos clients? On les a regroupés par 4 familles. Les sujets d'industrialisation, les sujets de CI/CD, parce que nos clients nous sollicitent de plus en plus souvent pour accélérer leur capacité à mettre en production rapidement. Et voilà, donc on va le voir tout à l'heure sur le cas client justement Monoprix. Qu'est-ce qu'on a mis en place pour répondre à ce type de problématique? Après, on est beaucoup sollicité également sur les sujets de conteneurisation. Également, on va le développer dans le cadre de ce cas client. Donc, j'ai laissé la parole à David qui va expliquer son contexte métier. Je m'appelle David Viegulassamy, je suis le responsable de la production e-commerce et digital chez Monoprix. Alors, vous présenter un peu notre cas client qui nous a un petit peu fait cette année participer à toute cette transformation que l'on vient de présenter avec Google, la technologie des microservices et quelque part vous partager un petit peu notre tour. Juste avant, quelques informations sur le contexte de Monoprix. Je pense que vous connaissez sans doute déjà l'entreprise ou bien que soit personnellement vous avez sûrement déjà vous êtes passé devant un magasin. Aujourd'hui, Monoprix, c'est un ensemble c'est une activité qui est très forte, qui est très riche dans le secteur de l'alimentaire, que ce soit notre cible cœur, c'est effectivement le client urbain, citadin, qui puisse participer dans sa vie quotidienne à une expérience d'achat toujours plus proche des clients, toujours au plus proche de sa vie quotidienne. Notre parc de magasins, il est bien vaste, plus de 600 magasins dans le monde, dont 100 qui sont à l'étranger. C'est une entreprise qui ne s'arrête pas de se développer. On en a ouvert 55, pas plus que l'année dernière. On est soucieux chez Monoprix de toujours porter une forme d'innovation, ou en tout cas on cherche à toujours proposer divers modes de consommation. On a calculé jusqu'à 2 millions de livraisons par an faites à domicile. Ça nous a montré une tendance assez forte sur ce qu'est le besoin aujourd'hui de consommer, ou en tout cas ça nous donne des indications sur comment aujourd'hui nos clients nous attendent aussi sur des besoins. On a une petite équipe de 21 000 collaborateurs et pour un marché de 5 milliards de chiffre d'affaires par an. En gros, quelques principes sur lesquels on s'engage, ou du moins sur lesquels sont fondées un peu notre philosophie chez Monoprix, on appelle ça les 4 M, que ce soit la marque, la modernité, le multicanal et les magasins. La marque, alors je ne vous l'explique pas, vous la connaissez très bien, que ce soit sur le gage de qualité, que ce soit sur une marque qui est reconnue, qui a même quelques années, puisque cette année on a fêté les 85 ans de notre entreprise, qui nous donne aussi un indicateur sur la longévité, mais aussi qui nous pousse à nous dire qu'il faut aussi continuer pour faire au moins encore 85 ans. La modernité, c'est être un peu toujours force d'innovation sur les marques ou les créateurs qui font des associations ou des partenariats qui sont toujours un peu à la pointe. Le multicanal, c'est aujourd'hui au cœur de toute entreprise. Le retail fait partie de cette vague où on est vraiment engagé sur comment répondre
à ce débat de le réel, lier le réel et le virtuel, comment faire que nos clients vivent une seule et même expérience d'achat et de supprimer le plus d'irritants possible. Le multicanal aussi par les différents services. On a ce qu'on appelle la LAD+, la livraison à domicile. On a aussi la livraison... alors la LAD, ça c'est classique. La LAD+, c'est je pose mon caddie et on vient me livrer plus tard. Le click and collect, ça vous connaissez bien. Et puis le petit nouveau qui est arrivé la semaine dernière, hein, peut-être que vous avez vu les infos ou un communiqué de presse la semaine dernière, c'est le Monop Easy qui est une application qui vous permet de pouvoir faire vos achats en magasin, de sortir sans passer par la caisse. C'est tout nouveau, c'est en expérimentation dans le Monoprix de Madeleine et au Châtelet-Les Halles. Vous pouvez aller tester, c'est sorti. Donc toujours pour proposer des nouveaux parcours d'achat différenciants, non pas pour remplacer, mais pour venir donner à nos clients qui sont en attente de nous ce genre de service. Et puis les magasins, donc on a plusieurs marques que vous avez sûrement déjà vues, le Monoprix, le Monop Station et Naturalia. Ce sont des parcours qui sont à chaque fois bien spécifiques pour des besoins qui soient dans des petits lieux ou pour des grandes surfaces. Les convictions chez Monoprix pour le digital, c'est se réadapter, s'adapter au quotidien. S'adapter au quotidien, c'est pour nous fort de ce que l'on observe dans les parcours clients, dans ce que vivent nos clients sur la transformation de la société. De plus en plus, en fait, ce que l'on voit, c'est que Internet, le e-commerce reformate les modes de consommer de nos clients et donc nous impose et nous exige à chaque fois d'être plus vite, plus rapide et encore plus au propre de nos clients. Alors nous, les convictions, c'est comment, et ça a été un des points directeurs de ce projet ou du projet dont on va vous parler, c'est comment aujourd'hui on peut, avec une entreprise et un système d'information très lourd, être en capacité de pouvoir aller plus vite et être prêt pour les besoins de demain. Et pour ça, voilà, faire participer ou être acteur de la transformation digitale. Puis l'omnicanalité, oui, c'est chercher toujours à compenser ou à supprimer surtout ce que l'on voit entre cette problématique du virtuel et du réel, c'est se dire, je n'ai pas 36 000 choses, 36 000 applications, c'est un seul et même parcours. Pour réaliser ce projet dont on va vous parler, on a donné quelques chemins directeurs, que ce soit avec nos partenaires Oxaline, mais aussi avec l'agence Oyer. Je remercie Olivier qui est présent parmi nous de l'agence, qui nous a accompagnés pour réaliser cette transformation, en tout cas ce défi. Les chemins directeurs ont été les suivants, c'est mettre en place une architecture microservices, augmenter donc son agilité et sa flexibilité. C'est aussi de mettre en place une software factory, c'est toute la chaîne de continuous delivery, la capacité à pouvoir très rapidement et simplement de mettre d'un environnement hors production en production, être en capacité à la fois de maîtriser ce que l'on fait, maîtriser en sécurité et surtout aller très vite sur la prod. Bien évidemment, instancier tout un chaînon autour du monitoring, de la supervision, pour pouvoir contrôler évidemment que ce que l'on fait ne dérive pas en prod. Et donc, pour la petite présentation autour de l'infra, de l'architecture, en tout cas, je vais laisser Oxalide présenter un peu, puisqu'ils ont œuvré avec nous cette année pour pouvoir réaliser ce défi. Une petite introduction un peu la genèse du design, donc pourquoi GCP, donc une architecture du coup plutôt microservice, donc Kubernetes s'y prêtait plus que très bien. Le provisionnement de ressources rapide et de véloce, donc le cloud public s'y prête aussi très bien. Et Kubernetes étant parfaitement intégré avec l'outil GKE sur GCP, dans ce cas-là, le choix de Google Cloud Platform s'y prêtait très bien. Donc là, voici donc le schéma d'architecture en fait, qui est séparé en plusieurs projets. Donc on a un projet dit un projet de service. Donc c'est plutôt un projet
dans lequel il y aura plutôt la partie tooling, donc, sur lequel il y aura du compute et aussi du stockage objet, donc Google Cloud Storage, pardon. Donc ça sera plutôt du coup le GitLab qui sera hébergé et les GitLab runners, donc finalement GitLab étant entre guillemets le donneur d'ordre et les runners tout simplement ceux qui vont exécuter les ordres, donc par exemple tous les calls API à GCP, etc. Et le Bastion qui servira du coup plutôt pour la partie exploit, donc unique point d'entrée pour les exploitants Oxalid ou autres qui disposent de droits restreints. Et voilà pour la partie service. Je vais laisser du coup la main à Roger pour présenter le reste des sous-projets. Merci Benjamin. On a 4 environnements donc, qui sont ISO actuellement. Tout est sous infra as code, donc tout est versionné et déployé avec des outils d'automatisation. Donc, comme on a fait, je vais expliquer plutôt un des projets seulement. Donc, Dev par exemple, on a un seul point d'entrée. Donc, ce point d'entrée, c'est lui qui va filtrer les IP sources et ça fait la protection de l'environnement. Donc, tout le trafic passe par ces points d'entrée, les routeurs chez GCP. Et donc, c'est lui qui va forwarder le trafic vers notre cluster Kubernetes. Et puis, dans ces clusters-là, c'est lui-même qui va dispatcher les requêtes vers tous les microservices à chaque moment. On utilise plusieurs services GCP, donc les backups, Cloud Storage, Container Engine, etc. Donc, dans l'environnement de prod, on a choisi de splitter les namespaces Kubernetes pour isoler plus ou moins les pods qui tournent dedans. Donc, de base, on a un kubesystem et puis d'autres namespaces internes. Mais à côté de ça, on a choisi de créer 3 namespaces dans chaque environnement, donc, pour séparer un peu le métier. Donc, on a un namespace de logging pour tout ce qui concerne les logs. Après, on a le namespace monitoring pour toute la métrologie et la supervision. Et puis finalement, un namespace Ninja qui contient tous les microservices côté applicatif. Ouais, donc du coup, un namespace, pour rappel, c'est vraiment une séparation virtuelle du cluster Kubernetes. Donc un namespace, on peut lui allouer, admettons qu'on ait une machine physique dessous, ou virtuelle en l'occurrence, 16 vCPU, on peut très bien allouer 2 vCPU à un namespace, et pareil pour la RAM, même principe. Vraiment une isolation des ressources et des ressources virtuelles, quoi. Les avantages de cette solution, donc ça permet donc une gestion multi-projet, donc ça c'est vraiment quelque chose qui est appréciable chez GCP, c'est vraiment séparé en plusieurs projets, donc chaque projet, et donc du coup dev, pré-prod, prod, etc. sont splittés en projets, donc ça c'est appréciable, on s'y retrouve au niveau de la console web et autres. Ensuite, la haute disponibilité et la scalabilité, donc on est sur une plateforme multi-AZ, donc plusieurs zones de disponibilité. Donc ça c'est aussi appréciable et Kubernetes, comme je l'avais déjà dit, est parfaitement intégré donc à GCP. Donc l'avantage de partir sur des archives microservices et notamment sur Kubernetes, c'est d'exploiter au maximum les ressources sous-jacentes. Donc ça c'est plutôt intéressant. Et l'autodiscovery, donc ça c'est vraiment appréciable. On a du coup tout un système d'autodiscovery qui s'interface très bien. Donc dès qu'on pop un service, les load balancers sont automatiquement reloadés à chaud. Donc ça évite aussi les erreurs humaines. Et puis pour le coup, dès qu'on va ajouter un service, on ne se prend pas trop la tête, on ajoute et puis automatiquement ça reload. Donc ça et sans interruption de service. Donc là je vais laisser la main à Roger qui va... Donc pour ça, on a mis en place un pipeline pour pouvoir déployer rapidement à chaque fois qu'il y a une livraison applicative. Donc faire le plus rapidement possible et puis le plus automatiquement possible. Donc pour faire cela, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place une application en microservice. Et donc, comment il est architecturé ces microservices? Donc, on a un dépôt Bitbucket qui contient le source code, le code source. Ces microservices, ils sont déployés avec un chart Helm. Donc, c'est un package manager qui permet d'installer des microservices dans les clusters de façon facile. Donc. Et puis, chaque microservice dispose de sa propre pipeline. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il se passe quand David, ici présent, demande une nouvelle feature à Oye, ici présent? Donc, Oye s'est mis au boulot, ils font son code, sa feature, ils font la code review, paf, ça se met dans la branch master, puis on tombe sur le point numéro 1. Donc là, Bitbucket démarre Moulinette, qui est la pipeline Bitbucket,
pour popper une instance d'un runner qui va fetcher le code source et puis après lancer des tests. Donc là, on est dans le point numéro 2. Donc là, il y a une image qui est buildée. Et puis, il y a des tests unitaires et d'intégration qui sont lancés automatiquement. Si ces tests passent, l'image est pushée automatiquement vers les registres Docker. Et puis, tout de suite après, il y a un push qui est fait aussi de l'image vers l'autre GitLab, donc côté Monoprix. Et c'est à ce moment-là que l'applicatif est déployé automatiquement dans l'environnement de dev. Donc après, David et son équipe, ils ont le choix de déployer sur les autres environnements manuellement. Donc ils vont se connecter sur l'interface et puis voilà, cliquer sur déploiement recette. Voilà, on peut le voir ici. Donc ça, c'est un pipeline dans des microservices. Donc c'est très simple. Il y a un déploiement par environnement. Et du coup, là, on peut voir que ces microservices en question, il a été déployé sur les 4 environnements. Normalement, juste après avoir déployé un microservice, on voit tout de suite que le dev, il est fait automatiquement. Puis après, il y a un bouton ici à côté où on peut cliquer pour déployer le code source dans l'environnement en question. Et donc, finalement, voilà, ce qu'il va se passer après, point 6. Donc, Helm va prendre le code source, puis va exécuter sa partie de boulot, et puis va déployer les microservices dans notre cluster qui se trouve dans les points 7 et 8. Les avantages de cette solution, donc c'est une facilité assez déconcertante avec GitLab CI de faire un pipeline. Bon, bien sûr, derrière, il faut coder toute l'intelligence, mais en tout cas, designer la pipeline, c'est relativement simple. Donc on réduit aussi significativement le temps de déploiement, notamment pour les développeurs. Donc en phase de dev, on a un déploiement qui est complètement automatisé de A à Z, donc sur le cluster Kubernetes. Donc c'est plutôt plus qu'appréciable, avec un déploiement manuel bien sûr sur les autres environnements. Donc ensuite, on a une réduction significative du temps de déploiement. Donc à l'époque, on était plutôt sur une phase pour Monoprix qui était à peu près de 4 heures. Maintenant, on a splitté un microservice et on est plutôt sur quelques dizaines de secondes par microservice. Donc pour le coup, on est vraiment véloce sur cette partie-là. Donc du coup, chaque microservice a son propre cycle d'évolution. Donc ça permet d'éviter aussi les effets déploiement Big Bang. C'est plutôt appréciable. Bon, un microservice peut faire bien entendu casser la production, mais en tout cas, ça permet de bien cibler les déploiements et c'est plutôt appréciable. Et donc du coup, comme on l'a dit, via l'interface GitLab, en quelques clics, on peut tout simplement déployer un service en production et sur les environnements, donc c'est plutôt sympa. Et on a un très bon tracking aussi des microservices, des versions. Chaque microservice est versionné à son propre conteneur, son propre tag, donc ça permet d'avoir un vrai suivi à ce niveau-là. Donc ensuite vient la phase de monitoring et de métrologie, donc pour superviser l'activité. Donc c'est essentiel effectivement de récupérer l'intégralité des logs. Pourquoi ? C'est parce que tout simplement quand on est dans un environnement du coup éphémère, tout est éphémère, donc même les conteneurs sont éphémères, ils sont automatiquement des fois détruits, ils crashent, il n'y a aucune persistance, enfin en tout cas les logs ne sont pas persistants, donc il faut les récupérer, les stocker quelque part, donc c'est pour ça que le choix a été fait de les stocker dans une stack EFK, donc E pour Elasticsearch, F pour FluentD et K pour Kibana. Donc en l'occurrence, les conteneurs, donc les microservices, vont envoyer leurs logs vers la sortie standard. FluentD va récupérer ces logs, les indexer dans Elasticsearch, et Kibana va tout simplement permettre de s'interfacer avec Elasticsearch et donc de récupérer finalement les données et de les grapher. Donc l'avantage, c'est qu'on peut faire facilement des dashboards, corréler des métriques et plutôt aussi des logs. Donc en cas de debug, c'est plutôt appréciable. On a aussi tout en bas là, sur la slide l'outil COP, qui est un plugin Elasticsearch qui permet aussi, là, pour le coup c'est plus un outil d'administration, de visualisation de l'état de santé du cluster. Donc ça c'est aussi sympa quand on fait des modifs sur le cluster, donc ça c'est plutôt un outil au niveau admin de notre côté. Donc bien sûr Kibana c'est dispo pour nous, pour l'intégrateur, pour tout le monde, donc c'est un outil qu'on sert tous les jours. Voilà, donc côté monitoring et alerting, ça nous sert à pouvoir surveiller toute l'infra facilement. Donc pour ça, on a mis en place plusieurs outils. Donc monitoring pur et dur avec Prometheus, donc il s'intègre parfaitement avec Kubernetes. Donc il gère aussi le côté éphémère des microservices. Donc il a un auto-discover et il est capable
détecter si un pod il est mort à un moment ou un autre, ou s'il y en a un autre de nouveau qui pop. Donc il est capable d'aller récupérer les stats automatiquement, les métriques. D'un autre côté, on a Alert Manager qui va avec Prometheus. Donc celui-là, il gère il va déclencher des alertes en fonction des métriques qu'on observe sur Prometheus. Et du coup, il va envoyer ces alertes à différents systèmes. Donc, chez nous, par exemple, on a configuré Slack. Slack, on a des SMS, etc. On peut le brancher avec ce qu'on veut. C'est assez programmatique, donc du coup, c'est facile à développer des plugins avec plusieurs langages. Et puis après, pour visualiser le tout, on a mis en place Grafana avec des dashboards aussi générés automatiquement par nos outils de déploiement en infra-as-code. Du coup, ça nous permet d'avoir une visualisation assez sympa des différents dashboards. Donc, on a les ressources du cluster, on a les pods, on a l'état de santé du VPN par exemple. Voilà, on a plusieurs sources d'informations. Le tout, il est installé avec Helm aussi, encore une fois, donc, pour faciliter les choses. On a développé un chart Helm chez Oxalid qui nous a permis de faire ça facilement. Les avantages de tout ça, c'est quoi? La stack EFK, je pense que vous la connaissez tous, c'est pas nouveau, hein. Ça fait quelques années que c'est en place. Donc ça permet de centraliser les logs. Plus besoin d'aller SSHer les machines, grepper, puis oublier des serveurs, etc. Donc moins d'erreurs humaines de ce côté-là, puis beaucoup moins de travail. Et aussi ça permet d'agréger les logs, corrélationner des événements plus facilement. D'un autre côté, avec Grafana aussi, ça nous permet donc du coup voir les ressources allouées pour les clusters, par exemple, avoir un capacity planning et une prévision. Si on voit que le cluster il est un peu HS parce qu'on est à 90% des ressources utilisées, donc à ce moment-là, on va choisir d'ajouter des nœuds ou des ressources des CPU, de mémoire. Et puis après, on a mis en place aussi des indicateurs comment à Monoprix, à Oyer et à Oxalid qui nous permet de faciliter la communication sur certains aspects métiers et techniques. Donc là maintenant on va parler effectivement de collaboration et de montée en compétences. En phase de build, on a choisi effectivement les méthodes agiles. Donc l'idée finalement c'est de générer une backlog. Cette backlog, donc du coup on va la découper en tâches. Chaque tâche on va la charger. Donc la charger pour ensuite avoir une idée de combien de temps on va pouvoir mettre, on va devoir travailler sur le projet. Donc cette backlog ensuite est découpée en sprints. Chacun de ces sprints ensuite est réalisé. Il y a des reviews tous les jours. Ensuite, il y a une review du sprint à la fin. Pour l'idée finalement ensuite de cette méthode de travail, c'est de ne pas se dire on travaille 2 mois sur le projet, on ne communique pas et à bout de 2 mois on s'aperçoit que finalement il y a plein de problèmes. L'idée c'est vraiment tous les jours on travaille ensemble, on est vraiment main dans la main et c'est vraiment appréciable. Pour ça, ce qu'on a fait, c'est mettre en place certains outils. Pour pouvoir respecter ces process. Donc actuellement, on se sert beaucoup de Slack, donc ChatOps tous les jours avec tous les impliqués dans le projet. Après, on met en place aussi Jira pour le suivi des changements et des événements, des incidents. Tout reste logué dans Jira. On a mis en place aussi des ateliers, des ceremonials, donc ça fait partie du process agile. Donc, tous les débuts des sprints, toutes les fins des sprints, on a des réunions d'équipe où on review tous les boulots qui a été fait. On accompagne aussi les clients et on les forme pour utiliser les outils mis en place. Donc, dans les cas de Kubernetes, Minikube, dans les cas de la pipeline GitLab CI, comment déployer, etc. Pour dresser un bilan du projet, donc en 4 points principaux, donc l'avantage c'est vraiment scalabilité, haute dispo et fiabilité. Donc tout ça via la pipeline, via Kubernetes, etc. Et aussi bien entendu GCP, les souplesses de mise en production. Rapidité de déploiement, donc quelques secondes versus 4 heures. Des rollbacks, comme on l'a dit, faciles. Et bien entendu une vision globale de l'ensemble des métriques, qu'elles soient tant système que métier. Voilà pour résumer. Le bilan,
Donc il a été bien présenté sur ce qu'on a monté. Effectivement, pour nous, ça a été un vrai défi, un vrai challenge. Effectivement, ça nous a demandé aussi de nous transformer, d'accepter aussi, on va dire, le changement. Une entreprise avec une grande ancienneté, vous imaginez un système d'information qui est lourd et qui a aussi ses habitudes. C'est aussi partir sur ce défi de faire une transformation technologique. Et pour le coup, en quelques semaines, finalement, très rapidement, on a pu instancier, mettre en place cette couche technologique pour les microservices de hors production et de production, les faire fonctionner. Et ça a été pour nous un vrai gage de succès. Ensuite, être équipé pour nos clients, être équipé pour nos nouveaux défis, que ce soit pour des nouvelles applications mobiles, des applications Internet, pour la capacité que l'on vient d'avoir par le fait du déploiement, de l'agilité, eh bien on en est sûr, on a en tout cas un outil qui est fort et performant, qui nous permet ensuite de s'adapter à nos différents besoins. L'un des grands avantages que je vois aussi, c'est on a gagné finalement la capacité de faire des erreurs. C'est le droit de se tromper, ça existe. Et en fait, dans plus que tout et dans le monde d'aujourd'hui, les projets avec il y a 8 mois d'analyse, 8 mois de build et 8 mois où on se dit qu'en fait, entre le moment où on a eu l'idée et le moment où on est en prod, ça ne correspond plus aux besoins du client de maintenant. Aujourd'hui, avec des technologies comme ceci, on peut se tromper, on peut avoir des nouveaux partenaires, on se plug, on se branche, ça marche, c'est bien, ça marche pas, tant pis. C'est une nouvelle manière de concevoir en tout cas la philosophie des applications. Un défi donc en peu de temps, ça nous a aussi emmené vers des nouvelles méthodologies de travail et voilà, ça nous arrache un peu de l'ancien monde, si on peut dire ça. Pour réaliser, ça a été une année assez riche en événements et c'est vrai que pour réussir tout ça, il faut des sponsors forts, que ce soit des sponsors forts en interne, mais aussi des partenaires solides avec lesquels on a pu travailler, que ce soit pour nous, dans notre contexte cette année, notre DOSI qui a été supporté par notre président Régis Schulz. Côté Oxalide, les partenaires qui ont permis à la fois la collaboration, donc Nicolas Petrovski, Théo Chamelet, qui a contribué fortement au build de ce projet. Et côté Google, Clément Popo et Clément Cardi. Et puis Oyer, qui a été l'artère même de ce projet. Voilà. En tout cas, merci à tous ces partenaires. L'infrastructure en elle-même, elle a mis 8 semaines. Pour les 4 environnements, je ne me trompe pas, je crois. C'est ça. Après, entre le besoin, l'expression, évidemment, il y a eu une phase de tuilage, d'arrangement, mais on avait normalement tout dans ce laps de temps. On a été avec des collaborateurs et des partenaires, donc on a, on va dire, splitté chacun sa part de responsabilité. On ne peut pas tous être embarqués. Il faut travailler sous une forme de projet. Chez nous, on appelle le Pizza Team. C'est des équipes ramassées avec des responsabilités bien partagées, que ce soit avec Oyer ou que ce soit avec Oxalide. On a à la fois fait confiance à travailler et à se synchroniser très fréquemment pour pouvoir... L'idée, si on embarque 150 personnes, oui, ça marche plus lentement. Il y a une phase dans tout changement ou conduite de changement ou transformation technologique, il y a une phase pédagogique et elle se passe à plusieurs niveaux. Effectivement, il y a d'abord la capacité à faire adhérer au socle, c'est-à-dire l'envie de changer. Et puis effectivement, l'explication, elle se fait aussi par la démonstration de la réussite de ce type de projet. Il y a à la fois le pari de partir en mode tunnel et de se dire on travaille et on voit ce que ça donne. Là, commencer à pouvoir en parler, c'est déjà une manière aussi de finir la pédagogie pour ceux qui étaient encore un peu sceptiques sur ce genre de techno. Ça a été
une réflexion commune à la fois des besoins, finalement, changer et partir sur une nouvelle approche technologique, c'est aussi accepter de faire un saut vers ce dont on a besoin. Est-ce qu'on a besoin de continuer à commander des VM, avoir une réflexion de scalabilité et une réflexion de dire tiens, il me faut X VM, X CPU et machin, et puis le jour où cette application elle prend de l'ampleur, pouf, je casse tout parce que j'y arrivais pas. Bah, aujourd'hui, ce que les réflexions sur le cloud nous emmènent en fait à s'abstraindre de tout ce genre de problématiques et de faire finalement confiance à des technologies comme ce qu'on a vu. Quand je vois qu'une stack applicative se crée en moins de quelques minutes, même pas 5 minutes on avait dit, c'est impressionnant. Ce qui fait qu'on peut prendre beaucoup plus d'utilisateurs en un temps record. Non, mais quand on part sur ce type de projet, on analyse les différentes plateformes cloud. Et aujourd'hui, quand on part sur ce type de projet, il faut regarder non pas uniquement ce que tu es capable d'avoir. Aujourd'hui, faire du déploiement continu, forger des Docker et les déployer, je pense qu'on peut le faire à peu près partout sur n'importe quel cloud. Sauf qu'on va regarder plusieurs choses. On va regarder la vélocité du cloud, donc l'infrastructure technologique qui est sous-jacente. On va regarder quelle est sa capacité à entre guillemets, tenir la charge, ou en tout cas à être up le plus longtemps possible. On va surtout regarder où est-ce qu'on va plus tard. Et ces projets-là, et ce type de projet, ce qu'il y a de sous-jacent, c'est la data, c'est du machine learning demain, parce que quand on rentre sur ce type de projet, il faut regarder un tout petit peu plus loin. Il y a la première étape, mais ensuite il y a l'étape 2 et 3. Et aujourd'hui, quand on regarde le cloud Google, quand on regarde les outils de machine learning de Google, les outils d'analyse de data, ouais, ils sont un peu plus qu'un cran en avant. Donc c'est dans cette direction qu'on a regardé avec Monoprix. C'est dans cette direction qu'on a confirmé ça avec Oxalide. Et la décision a été collégiale. Donc on a regardé une step un peu plus loin. La plupart des microservices, c'est développé en Node.js. Et puis derrière, il y a de GraphQL et puis et d'autres technologies. Mais je dirais que la totalité, c'est de Node.js. La véritable question quand tu fais un projet et que tu vas parler de microservices, c'est sur quel type de granularité tu vas partir. Et le type de granularité, il y a toutes les écoles. C'est un peu comme le sexe des anges. On ne sait jamais sur quoi est-ce qu'on va partir. Est-ce qu'on part sur... tu as certains paradigmes qui disent la granularité d'un microservice, c'est 2 jours, c'est 2 personnes full-time pendant 2 mois maximum. Tu en as d'autres qui vont se demander, qui vont déterminer qu'un microservice ne doit pas comporter plus qu'un certain nombre de lignes de code ou quoi que ce soit. Nous, on est parti pour déterminer la granularité des microservices. On a analysé le projet avec Monoprix. Et ce qu'on s'est dit, c'était que régulièrement, il y aurait une démarche collégiale pour déterminer quand est-ce qu'on allait casser un microservice. Là, c'est sur on ne va pas dévoiler le projet, mais c'est sur un projet omnicanal. Et donc, c'est avec Monoprix, éventuellement avec Oxalide aussi, on se détermine régulièrement, voilà ce qu'on imagine en termes de microservices. Quand un microservice devient trop gros, je te donne un exemple, on a des microservices, on parlait tout à l'heure du legacy et comment est-ce qu'on travaille et comment est-ce qu'on se connecte à l'ancien système. Le legacy va nous envoyer un certain nombre de fichiers de manière régulière. Et c'est de se dire, est-ce qu'on a un gros digest de data ou est-ce qu'on a un digest de data qui va le redigérer derrière et utiliser les outils Google que vous connaissez ou ne connaissez pas, mais qui permettent de digérer un certain nombre de data. Et donc, c'est de se déterminer. Nous, ce qu'on a vu avec Monoprix, c'est que l'ingestion des data, ça implique 7 microservices. Ce qui nous permet d'avoir une granularité et une analyse extrêmement fine, puisqu'on a tous les metrics. Une démarche DevOps, s'il n'y a pas de monitoring, il n'y a pas grand-chose. Mais c'est d'avoir tous les metrics pour se déterminer où est-ce qu'on doit optimiser le microservice. Ça, c'est un élément fondamental. Parce que c'est bien de développer en Node.js, etc. Mais demain, tu fais de la statistique, tu peux faire un microservice en R ou en Python. On n'a pas de langage de prédilection. On est parti de cette technologie, mais il faut pouvoir, avec son microservice, gérer le langage que tu veux. Mais c'est de déterminer à quel moment tu peux avoir un point d'inflexion qui ralentit ton infrastructure. Et à quel moment tu vas casser ton microservice de manière à ce qu'il soit au plus proche du métier. Et c'est pour ça que tu ne peux pas déterminer ton infrastructure si tu ne connais pas et si tu n'as pas ces instances avec ton client ou avec ton partenaire. Mais si tu n'as pas ces instances-là, tu ne peux pas les déterminer.
Tu peux pas rentrer plus dans le détail sur tous les microservices, sinon on va dévoiler tout le projet. L'objectif, en tout cas, c'était plutôt vraiment de montrer les fonctionnalités de l'outil Kubernetes en local et de pouvoir jouer avec. Après, je ne sais pas du coup si Oye joue avec en local avec Minikube. Je pense que c'est plutôt les environnements de dev qui sont utilisés principalement sur GCP. Voilà. Donc pour le coup, je pense que c'est vraiment dans un objectif pédagogue et vraiment de montrer comment on joue avec Kubernetes. Je pense que c'est vraiment ça l'objectif de Minikube dans le cadre de la formation.